Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 49 de l'alchimie d'un roman, consacré aujourd'hui à un roman très classique, puisqu'il a été écrit au XVIIIe siècle, en 1782, avant même la Révolution française. Mais un roman pourtant très moderne, dans sa forme et dans ses mécanismes. Aujourd'hui, je sors de ma marmite les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Alors la moitié d'entre vous doit être en train de se dire « Mais non, on dit Choderlos de Laclos ». Et c'est ce que moi-même je pensais jusqu'à la semaine dernière, mais après quelques recherches rapides, je dois me rendre à l'évidence, on dit bien Choderlos de Laclos, et c'est comme ça, donc que je l'appellerai désormais. Alors, les liaisons dangereuses, qu'est-ce que c'est ? Un roman à scandale, un roman épistolaire, oui, ce sont les deux qualificatifs qui reviennent le plus souvent. Mais c'est un roman constitué des mêmes 4 ingrédients qui font toute la littérature. L'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Alors voyons sans plus traîner, quelle est donc l'alchimie de ce roman singulier. Et comme d'hab, commençons par un résumé de l'intrigue en 1 minute chrono. Les liaisons dangereuses, c'est l'histoire d'un couple sulfureux d'aristocrates du XVIIIe siècle, Madame la marquise de Merteuil et son complice le vicomte de Valmont. Madame de Merteuil veut se venger du comte de Gercourt, qui jadis eut une aventure avec elle et la laissa tomber. Or Gercourt doit épouser la jeune et naïve Cécile Volanges, juste sortie du couvent. Alors Merteuil fait appel à Valmont et lui demande de séduire et de corrompre la jeune innocente pour humilier Gercourt. Mais Valmont a autre chose à faire. Il court un autre lièvre, en la personne de la présidente de Tourvel, une belle dame, mariée, fidèle, très prude et très croyante. Et Valmont, le conquérant, s'est mis en tête de la mettre dans son lit. Valmont indisponible, Merteuil décide donc de se débrouiller toute seule en téléguidant le jeune chevalier d'Ancenis, amoureux de Cécile et qui pourra bien suffire à la déniaiser. Ceci n'est que le début de l'histoire, qui terminera 500 pages plus tard dans un gâchis innommable, avec beaucoup de morts et de vies perdues, en grande partie à cause du bras de fer que se joueront Valmont et Merteuil, ce libertin sans foi ni loi contre cette ambitieuse insatiable. Bon, j'ai à peine soulevé le voile sur cette histoire très riche, et comme il y a beaucoup à dire, je passe tout de suite à l'essentiel. Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos est un roman épistolaire. Ça, c'est l'essentiel. Vous dites ça, tout est dit. Alors, roman épistolaire, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, ça veut dire un roman constitué uniquement de lettres, de courriers que s'envoient les différents personnages. Et les liaisons dangereuses, on peut le dire, c'est le roman épistolaire par excellence, celui qui vient en tête tout de suite quand on parle de ce genre particulier. Alors tout naturellement, je vais consacrer cette vidéo au genre épistolaire. Et je vais vous expliquer en quoi l'accumulation de courriers change pas mal de règles et d'habitudes pour le romancier et ses lecteurs. Écoutant cette intro, vous vous dites que je vais donc vous balancer 3 ou 4 caractéristiques de ce qu'est le genre épistolaire et tout le monde sera content. Eh bien non. Car avec les liaisons dangereuses, Laclos n'a pas juste utilisé 3 ou 4 ficelles du genre épistolaire. Il en a dressé le panorama complet. Et ce n'est pas 3 ou 4 caractéristiques que je vais vous balancer, mais pas moins de 18. 18 façons et avantages d'utiliser le courrier pour raconter une histoire. Autrement dit, l'alpha et l'oméga du genre épistolaire. Et d'ailleurs, je vais commencer par expédier rapidement le premier point caractéristique du genre épistolaire, le premier des 18. Et, excusez-moi pour le gros mot, ce premier point, c'est le marketing. Reconnaissez-le, si vous avez entendu parler la première fois des liaisons dangereuses, c'est parce que c'était un roman épistolaire. Ce genre particulier d'écriture est l'élément qui a attiré notre attention de lecteur et qui nous a donné envie de le lire. En choisissant le genre épistolaire, Choderlos de Laclos a choisi un excellent unique selling point, comme on dit dans le métier. Mais bon, passons aux autres arguments, les arguments un peu plus littéraires. Et nous commencerons par nous intéresser à l'élément de l'eau, le style. Caractéristique numéro 2, le genre épistolaire est un jeu de style. Car l'auteur écrit en prenant tour à tour l'identité et le style de chaque personnage. En lisant chaque lettre, on reconnaît le style de son auteur. Cécile Volanges, par exemple, jeune et naïve, écrit comme elle parle. Des phrases comme « un homme que je suis sûr qui parlait de moi ». Ce roman est donc un véritable jeu de style, à tel point sophistiqué que parfois certains personnages écrivent sous la dictée d'un autre. Ainsi, leurs 2 styles se mélangent. Cécile, sous la dictée de Valmont, écrit à Danceny « Oh, vous avez là un bien bon ami, je vous assure. Il fait tout comme vous feriez vous-même. » Le cynisme de Valmont est délicieux. Ensuite, caractéristique numéro 3, le style épistolaire permet de faire parler ses personnages, mais avec une langue écrite. Ce qui est bien pratique car la langue écrite est souvent plus belle et plus littéraire. Madame de Merteuil, parlant de Cécile, écrit « Cet entier abandon de soi-même, ce délire de la volupté où le plaisir s'épure par son excès, ces biens de l'amour ne sont pas connus d'elle.
Jamais Laclos aurait pu faire dire une telle phrase dans un dialogue un tant soit peu réaliste. Mais le style, c'est aussi la fluidité de la lecture. Et vous le savez, il y a une partie technique dans le job de romancier. Non seulement il doit raconter son histoire, mais il doit le faire avec clarté. Et par exemple, le lecteur doit savoir à tout moment qui parle, qui pense, autrement dit, qui est le narrateur et à qui il s'adresse. Et le choix du genre épistolaire simplifie énormément cette tâche, puisque par exemple, la seule en-tête de chaque chapitre, donc de chaque courrier, indique tout cela sans ambiguïté, on ne peut pas faire plus fluide. Aussi, le texte d'un roman épistolaire, donc les courriers, ne raconte pas l'action. Il raconte le personnage en train de raconter l'action. Et ce personnage raconte naturellement ses motivations, ses arrière-pensées, comme on le fait dans une lettre. Et voilà encore un job technique du romancier qui se déroule en douceur, puisque le genre épistolaire justifie parfaitement un ton permanent d'analyse psychologique. Et pour couronner tout ça, ajoutons que le style épistolaire entraîne naturellement, sans effort, un effet parfait de réalité. Vous savez, une histoire est toujours meilleure quand on la croit vraie, comme au cinéma où l'on cherche à gonfler n'importe quel film d'horreur avec la mention tirée de faits réels. Les auteurs recherchent cet effet de réalité et le style épistolaire le procure gratuitement. Car ce qu'on lit, ce n'est pas une histoire, ce sont des courriers que se sont vraiment écrits de vrais gens. C'est faux bien sûr, c'est un roman, mais on l'oublie très vite tellement la forme épistolaire nous trompe en permanence et nous fait croire que tout est vrai. D'ailleurs, on en profitera pour faire un petit détour du côté de l'élément de la Terre, car justement, ce style épistolaire, cette correspondance que décrit le roman, nous montre exactement comment communiquaient les gens de l'époque, les gens d'avant la Révolution française. En nous mettant dans la peau de ces gens en train de s'écrire et de se lire les uns les autres, il nous fait comprendre le rythme lent et les finesses de la communication propre à cette époque. Mais le genre épistolaire, ce n'est pas qu'un style, c'est aussi une façon particulière de raconter les histoires, c'est aussi l'élément de l'air. Je vous rappelle, mais si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous le savez déjà, qu'il existe plusieurs techniques très classiques pour raconter des histoires et capter l'attention de ses lecteurs. Eh bien, voyons comment le genre épistolaire développe toutes ces techniques. Caractéristique numéro 8, l'ironie. La base de la base. L'ironie, c'est quand vous, lecteur, vous savez quelque chose que le personnage du roman ignore. Et le genre épistolaire, ça n'est que ça. En passant d'une lettre à l'autre, on passe d'un point de vue à l'autre et on découvre les non-dits. L'exemple le plus célèbre est quand Valmont écrit une lettre à la prude Madame de Tourvel alors qu'il utilise comme écritoire le dos d'une de ses maîtresses encore nue. Madame de Tourvel, lisant le courrier, ignore ce que nous, lecteurs, nous savons, et elle s'émeut des mots de Valmont qui nous font rire. La situation où je suis en vous écrivant me fait connaître plus que jamais la puissance irrésistible de l'amour. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant. Avouez que c'est gonflé. Dans la trousse à outils du raconteur d'histoire, nous avons aussi l'attente. L'attente, c'est quand on sait qu'un événement va arriver, mais quand on prend du plaisir à l'anticiper. Et si on réfléchit bien, c'est toute l'essence du style épistolaire, car un roman épistolaire ne décrit jamais l'action en direct. Quand le personnage écrit son courrier, il se trouve soit avant l'action, soit après, mais jamais pendant. Du coup, une grande partie du roman est consacrée à la préparation, à l'anticipation, à la crainte ou l'enthousiasme, bref, à l'attente tout naturellement. Et l'attente nous amène au suspense. Le suspense est une forme particulière d'attente où l'on interrompt une action, on la suspend, pour nous laisser languir dans l'attente de sa conclusion. Par exemple, dans une lettre, Valmont demande à Cécile de voler à sa mère la clé de sa chambre pour en faire un double afin que Valmont puisse plus facilement lui transmettre les courriers de son amoureux Danceny. Puis on passe à d'autres chapitres, des lettres de Madame Tourvel par exemple, suspense, où en est cette affaire de clé. On lit même des lettres de Cécile à Danceny sans savoir ce qu'a fait Valmont. Et ce n'est que plus tard, fin du suspense, qu'on apprend que Valmont a gardé la clé pour lui et l'utilise pour faire chanter Cécile en la menaçant de tout dévoiler à sa mère. C'est une base du suspense, plus l'interruption est longue, plus son dénouement doit nous surprendre et nous ravir. Et maintenant, parlons du mystère. C'est encore un autre artifice du romancier, proposer des mystères, des questions sans réponse qui vont tenir le lecteur en haleine. Eh bien ici, le mystère réside dans la forme épistolaire elle-même. Puisque dans un tel roman, il n'y a pas de narrateur. L'histoire est entièrement racontée par les personnages eux-mêmes qui écrivent leur courrier. Donc sans narrateur, on n'a jamais de point de vue objectif. On n'a que des points de vue subjectifs. Et quand on lit la lettre d'un personnage, on ne sait donc jamais si ce qu'il raconte est vrai. Par exemple, dans la lettre numéro 49, Cécile Volanges brusquement semble rejeter Danceny. On n'y comprend rien, mystère, quelle mouche l'a piqué. Et il faut attendre une dizaine de pages après plusieurs courriers pour enfin avoir l'information par Madame de Merteuil qu'elle est allée se confesser et a tout raconté à un curé.
Et ce type de mystère, naturellement, débouche sur un effet d'enquête. Puisqu'on ne peut croire personne et que chacun a ses petits secrets, on se met à lire tous les courriers avec un regard d'enquêteur. On lit entre les lignes, on traque les non-dits. Quand Valmont flatte Merteuil ou quand Merteuil analyse elle-même une lettre de Valmont pour la disséquer, on fait un travail d'enquête et on enquête sur le plus grand mystère de ce roman, le lien mystérieux qui unit vraiment Merteuil et Valmont. Voilà, alors nous avons vu l'eau, nous avons vu l'air, et maintenant nous allons prendre un peu de hauteur et voir comment le genre épistolaire parvient à mélanger ces deux éléments pour les rendre indiscernables dans une belle alchimie. Caractéristique numéro 13, on est d'abord surpris par le rôle physique que tiennent les courriers dans l'histoire qui nous est racontée. Par exemple, quand les personnages développent des manœuvres pour s'échanger des lettres sans être vus, ou aussi quand Merteuil exige de Valmont une lettre écrite de Tourvel pour preuve de sa défaite. Donc les lettres elles-mêmes constituent les objectifs ou les obstacles des personnages. Les lettres physiques deviennent des éléments de l'histoire. Et ainsi, peu à peu, le roman mélange la forme et le fond. Il mélange les lettres et leur contenu. Ce procédé atteint son paroxysme quand, à la toute fin du roman, Merteuil envoie à Valmont une lettre factice de séparation pour le menacer de le quitter s'il ne rompt pas avec Tourvel. Et Valmont envoie cette lettre factice en son nom propre à Tourvel pour rompre avec elle en utilisant les mots propres de Merteuil. La lettre est donc à la fois le texte qu'on est en train de lire et un outil que manipule le personnage du roman. Mieux, le genre épistolaire permet aussi à Laclos de mélanger le point de vue du lecteur et celui du personnage. À force de nous décrire les personnages en train de lire des lettres, le roman nous renvoie notre propre image en train de lire les mêmes lettres. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, en lisant une lettre adressée à Valmont, le lecteur devient Valmont lui-même. Et du coup, le genre épistolaire permet le mélange de la réalité et de la fiction. Il y a deux mondes en fait dans les liaisons dangereuses. Il y a le monde où évoluent les personnages en chair et en os, et il y a le monde des courriers, le monde de l'écrit qui prend le pas sur l'action. Car finalement, l'action véritable dans les liaisons dangereuses est davantage dans ce que les gens écrivent que dans ce qu'ils font. À la fin du roman, Merteuil sera vaincue par la divulgation publique de ses courriers. Elle sera donc vaincue parce qu'elle a écrit et non pas parce qu'elle a fait. Danceny écrit « Une lettre est le portrait de l'âme ». Les liaisons dangereuses racontent un drame qui se déroule dans le monde de l'écrit qui est le monde des âmes. Ok, le lecteur, les personnages évoluent ensemble côte à côte dans ce fameux monde des âmes où la parole écrite façonne les destins. C'est déjà très fort, mais le genre épistolaire dans les mains de Choderlos de Laclos nous emmène encore un cran plus loin pour inclure à ce monde des âmes écrites l'auteur lui-même. Parlant de Danceny, Valmont écrit « Plus il serait sûr d'être aimé, moins il serait entreprenant. » Et Merteuil en conclut « Il lui faut donc des obstacles à ce beau héros de roman. » N'est-ce pas incroyable ? Objectif, obstacle, on reconnaît la règle de base des scénarios à succès. Et ça veut dire que Madame de Merteuil, dans un écrit de 1782, utilise le vocabulaire des scénaristes d'Hollywood. Car l'histoire de Cécile et Danceny, c'est Valmont et Merteuil qui l'écrivent. Ils se mettent même à nous expliquer, à nous lecteurs, leur technique d'écriture. C'est un miracle du genre épistolaire où le roman, avec nous, s'écrit en direct alors qu'on est en train de le lire et de le vivre tout à la fois. Et alors, tout cela nous amène au message de ce roman. Que voulait nous dire Choderlos de Laclos en écrivant ces 500 pages ? Et est-ce que par hasard, son message n'est pas le dernier avatar de ce genre épistolaire qui n'a pas fini de nous surprendre, puisqu'il manque encore à notre démonstration le point numéro 18. Alors d'abord, passons rapidement sur le message moral. À la fin du roman, Merteuil est frappé par la petite vérole, elle est défigurée et perd un œil. Pas la peine d'épiloguer, Laclos a visiblement bâclé en 2 pages cette punition divine tombée de nulle part, juste pour plaire à ses censeurs et afficher le minimum syndical de la bonne morale. Non, le véritable message de Laclos, il faut aller le chercher dans sa forme même, cette fameuse forme épistolaire qui amène une réflexion un peu plus littéraire. Une phrase étrange est écrite par le chevalier Danceny dans l'une de ses premières lettres. Il est en train d'écrire à Cécile, forcément, mais il s'apprête aussi à la rencontrer. En fait, il écrit la lettre que nous sommes en train de lire juste avant d'aller la retrouver. Et voici ce qu'il lui écrit. « Adieu, ma charmante Cécile, voici l'heure où je dois me rendre chez vous. Il me serait impossible de vous quitter si ce n'était pour aller vous revoir. » C'est bizarre, n'est-ce pas ? C'est comme s'il y avait 2 Cécile, celle à qui il écrit et celle qu'il va bientôt retrouver. Madame de Tourvel dit à peu près la même chose à Valmont. « Vous m'entourez de votre idée plus que vous ne le faisiez de votre personne. » Les personnages ont donc 2 existences. Une existence soi-disant réelle mais qu'on ne voit jamais, et une existence épistolaire tellement plus importante puisqu'elle change vraiment les choses. Elle scelle les destins et elle finira par vaincre Madame de Merteuil.
Parce que pire que la petite vérole, Merteuil sera puni par la divulgation de ses propres lettres, elle sera punie par ses écrits. Et alors nous, lecteurs, nous qui sommes confondus avec les personnages qui lisent les lettres à nos côtés, confondus avec les auteurs mêmes de cette histoire, n'avons-nous pas, nous aussi, deux existences ? La vraie qui n'a pas d'importance, et puis celle qu'on se raconte, avant et après l'action. La vie qu'on écrit, non plus sur des lettres de papier aujourd'hui, mais sur des textos ou des SMS sur Facebook ou sur YouTube. Une vie épistolaire en définitive, plus réelle, plus active, plus importante, voire plus dangereuse que notre vie physique. Et voilà, c'en est fini de l'épisode numéro 49, et ça veut dire que le suivant sera le 50e. 50, vous pensez que ça se fête ? Alors je vous préviens tout de suite, pour cet épisode 50, j'ai décidé de me faire plaisir et d'aborder un roman qu'aucun d'entre vous ne m'a demandé. Un roman que j'aime par-dessus tout, un roman qui m'a beaucoup inspiré, un roman splendide, mon roman de table de chevet. Mais il vous faudra bien sûr attendre l'épisode prochain pour le connaître. En attendant, vous pouvez réécouter mes épisodes précédents sur ma chaîne YouTube, à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner, juste pour me faire plaisir, et aussi pour être tenu au courant quand je sortirai mon prochain épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou lire quelques pensées sur mon blog. Bref, en attendant mon épisode 50, je vous souhaite de bonnes lectures, portez-vous bien.